Passation de service ce vendredi à la sécurité routière de Matoto entre les commissaires adjoints et commandants de peloton. Ils ont tous été nommés par décision ministérielle le 19 décembre dernier. Le personnel de la police s'est fortement mobilisé pour donner un éclat particulier à cette cérémonie présidée par le directeur central adjoint de la sécurité routière, Mariam Fodé Kamara, Aboulaye Kamara pour le compte-rendu. Aminata Kamara et Nema Maoumou sont désormais les nouveaux collaborateurs du commissaire spécial de la sécurité routière de Matoto. C'est le fruit d'un travail abattu accompli. Le directeur central de la sécurité routière qui a installé les deux agents dans leurs fonctions a insisté sur le comportement des agents sur le terrain. Le message, c'est la discipline. Être correct dans la circulation, sécuriser les citoyens et leurs biens, et cesser d'arnaquer les citoyens. Et être propre dans la circulation, la courtoisie aidant, ils doivent se mettre à la disposition de cette population. Nous avons demandé une innovation en faisant quoi? En restant discipliné, en restant visible dans la circulation et donner la paix aux citoyens dans la circulation. Les nouveaux promus promettent la rigueur dans le travail pour la fluidité de la circulation à Matoto. Ce qui doit être mes priorités, c'est le changement absolu. La confiance qu'on m'a apportée, vraiment, je vais relever les défis. Ça va changer à la route de Matoto, s'il plaît à Dieu. Le commissaire spécial qui a déjà pris contact avec ses nouveaux collaborateurs est conscient du calvaire des usagers de cette route. Il s'engage à œuvrer pour soulager les citoyens. Le constat que vous venez de me dire est tout à fait légal. Nous nous sommes retrouvés et prendre rapidement une disposition pour éviter désormais, vous nous verrez ici, un jalonnement. Le jalonnement sera fait. Effectivement, les femmes qui envahissent la route là et les ordures, on pourra se battre pour gérer cette situation. Le commissariat spécial de la sécurité routière de Matoto compte 85 éléments, dont 27 officiers. La subvention annuelle accordée aux médias privés ne sera pas effective en 2018. L'État a apparemment décidé de différer à une date ultérieure l'octroi de ce montant qui s'élèverait à 5,5 milliards de francs guinéens. Nous avons rencontré des professionnels de l'information et de la communication qui s'insurgent contre la décision et appellent à la mobilisation des associations de médias pour user de leurs droits afin d'acquérir ce montant. Abdourahmane Ba et Ibrahima Sori 5 Souma. Les 5,5 milliards de francs guinéens ne seront pas reversés à la presse guinéenne comme le prévoit la loi organique sur la haute autorité de communication. Cette décision est en violation de la constitution guinéenne, s'insurge Ibnou Conti. D'après lui, elle aura des lourdes conséquences dans le monde des médias guinéens. De la presse en ligne pourrait par exemple refuser de payer des taxes, des impôts et des redevances liées au statut de leurs entreprises de presse. Parce que si l'État est le premier à ne pas faire valoir les dispositions constitutionnelles, à même les violer, qu'est-ce que le citoyen lambda va faire? Le citoyen lambda ne fera qu'imiter l'État. Il ne faut pas s'en tenir qu'aux dénonciations. Ibnou Conti appelle à la mobilisation de toutes les associations de presse afin d'engager des recours pour être rétablis dans leurs droits. Et nous en appelons à la mobilisation de l'ensemble des professionnels de l'information de notre pays et des amis des médias, des partenaires bilatéraux et multilatéraux au développement du secteur de la presse privée dans notre pays pour qu'on fasse la mobilisation citoyenne dans la limite du droit pour que ce droit-là soit respecté et qu'on soit rétabli dans notre droit. Les journalistes Moussa Yeroba de Espace FM et Kernoma Diou de Nostalgie, l'une poursuivie en justice, l'autre suspendue par la HAC. D'après lui, cette institution prend actuellement des mesures au-delà de ses prérogatives. Donc la liberté de la presse est sérieusement menacée dans notre pays parce qu'il y a une velléité de plus en plus grande de répénaliser les délits de presse et je crois que cela aussi il faut le mettre au compte d'une sorte de culture sur la liberté de la presse. Je crois que ce n'est pas bien et quand il s'agit de prendre des décisions liberticides, la HAC ne nous associe pas et quand il s'agit de défendre les journalistes, la HAC reste indifférente et ce n'est pas bien. Une institution de tutelle ne fonctionne pas comme ça. Depuis 2017, la presse guinéenne a réussi à rehausser le montant de 3,5 milliards à 5,5 milliards de francs guinéens. Mais pour cette année,
les médias risquent de se retrouver sans subvention. Protection de l'environnement, la compagnie des bauxites de Guinée s'emploie à bien plus grande responsabilité pour être conforme aux standards internationaux. La CBG, à travers ses journées portes ouvertes aux médias, a voulu prouver son engagement environnemental, mais aussi l'adéquation entre l'exploitation minière et le respect des normes. C'est un reportage que nous signent Aboulaye Keita, Salif Fossissé, nos correspondants. La Guinée peut être fière de sa richesse en bauxite, qui participe activement à l'économie du pays. L'exploitation minière est aussi un problème sur l'environnement si des mesures d'atténuation ne sont pas mises en œuvre. À la compagnie des bauxites de Guinée CBG, la protection de l'environnement est un défi majeur. La compagnie s'emploie à maîtriser les impacts avec des standards internationaux. Les normes les plus exigeantes en la matière, je parlais du Performance Standard 6 de l'IFC. Et il y a un document qui est en parfaite harmonie avec ce Performance Standard 6 qui s'appelle le système de gestion de la biodiversité. Et notre équipe est sectionnée en différents sous-groupes. Il y a la faune, il y a un technicien faune, un technicien flore, un technicien réhabilitation et restauration écologique, inspection et base de données que j'occupe pour les systèmes d'information géographique. Des difficultés existent comme dans tout projet de mine. Les citoyens sont parfois impatients, mais la compagnie des bauxites de Guinée réussit à asseoir une politique payante. La cohabitation elle est très bonne avec les riverains. Nous nous entendons bien. Et trimestriellement, nous avions une réunion avec eux. Ils nous exposent leurs problèmes et nous les posons nos doléances. Et nous cohabitons très bien. Nous comprenons leurs problèmes et nous agissons en conséquence pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Tel qu'on donne des forages, on donne des écoles, on donne des infirmeries et on améliore les pistes rurales au niveau des zones d'impact de CBG. La CBG dispose de plusieurs plateaux de bauxite en exploitation, dont celui de Paraoui à la rentrée de la sous-préfecture de Sangaredi. Là aussi, les normes ont été respectées par la compagnie, un investissement majeur qui participe à l'accroissement de la production future. C'est la suite logique de l'exploitation minière de la CBG. On a à peu près 8 à 10 plateaux de notre côté droit que nous devrons exploiter pour l'extension et pour notre production future. Donc on a fait ce tunnel. Vous avez dû remarquer au-dessus du tunnel, c'est un pont pour le passage des camions de 100 à 110 tonnes pour aller de l'autre côté de l'aire de stockage. C'est purement pour la sécurité des usagers de la route. Les installations de la mine de CBG, les procédures d'exploitation, de transport et d'expédition sont des plus performantes au monde. Sur le continent, comme annoncé dans les titres, longtemps simple plaque tournante des drogues de synthèse en provenance d'Amérique latine, le Nigeria pourrait bientôt devenir un pays producteur de méthamphétamine. Pour les trafiquants, ce stimulant devenu populaire dans le monde entier est aujourd'hui très rentable. Reportage. C'est l'une des plus grosses saisies réalisées au Nigeria. Mi-novembre, l'agence antidrogue a découvert ce laboratoire clandestin près d'Owerri, dans le sud du pays. À l'intérieur, les enquêteurs ont trouvé l'équivalent de plus d'1 million de dollars de méthamphétamine. Le 9 novembre, une équipe du QG est venue ici et ils ont découvert un laboratoire juste derrière nous. Un laboratoire où ils produisent des méthamphétamines. Nous savons tous que c'est une drogue très dangereuse. Le propriétaire, un homme d'une trentaine d'années, avait fait construire une luxueuse villa pour sa famille. Il est aujourd'hui en prison. Le Nigeria est connu pour être une plaque tournante des drogues dures en provenance d'Amérique latine. Mais il y a 10 ans, l'arrivée de la méthamphétamine a changé la donne. Les Nigérians contrôlent désormais toute la chaîne de production. En supposant qu'il y ait 10 ou 15 laboratoires de méthamphétamine dans tout le pays, on peut dire que plus d'1 tonne est produite par semaine au Nigeria et expédiée hors du pays. Le kilo se vend jusqu'à 150 000 dollars en Asie et les cartels nigérians se livrent une guerre impitoyable pour le contrôle du marché. Les règlements de compte se multiplient. L'an dernier, des hommes armés ont fait irruption dans une église catholique dans le sud du pays.
13 fidèles ont été tués pendant la messe, en majorité des femmes et des enfants. C'était comme une éruption volcanique, avec des tirs dans tous les sens dans l'église. Beaucoup de personnes ont été abattues avant que l'on ne comprenne ce qui s'est passé. Traumatisés, les habitants redoutent qu'un tel scénario se répète. La porosité des frontières, mais aussi la corruption généralisée, pourrait faire du géant ouest-africain le nouvel Eldorado des trafiquants. Ailleurs dans le monde, la Française Dominique Crenn est entrée dans le cercle fermé des chefs récompensés par 3 étoiles au guide Michelin pour son restaurant très prisé à San Francisco, dénommé Atelier Crenn. La typique chef bretonne est même la première femme à recevoir cette prestigieuse distinction aux États-Unis. Depuis l'apparition des étoiles en 1933, seules 13 femmes ont décroché 3 étoiles dans le monde contre une centaine d'hommes. Suivez. Basket blanche, casquette Gavroche vissée sur la tête et café américain à la main. Un look de rockstar pour la nouvelle reine de la gastronomie aux États-Unis. Allez, on rentre dans le château. Sa réputation, Dominique Crenn l'a construite ici, au restaurant Atelier Crenn, ouvert en 2011. L'une des adresses les plus prestigieuses de San Francisco. Désormais décorée de 3 étoiles au guide Michelin. Crabe bouillon, ça vient d'ici, le crabe. Une première pour une femme aux États-Unis. Ils m'ont donné une plateforme. Ma plateforme, c'est qu'en tant que chef et qu'en tant que femme, je peux faire rêver toutes ces jeunes filles, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans l'aviation, que ce soit en politique, que ce soit dans n'importe quel cadre professionnel, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, s'ils le veulent. Il n'y a pas de barrière. Dominique est autodidacte en cuisine. Elle s'est formée en France et en Indonésie avant de tomber amoureuse de la Californie il y a 25 ans. Un mélange que l'on retrouve dans ses créations. Une tarte aux oursins et à la palourde et aussi au citron. C'est San Francisco, c'est la côte californienne, mais aussi un petit peu la Bretagne, avec les oursins et les palourdes. C'est la mer. La mer dans la bouche. Chez Dominique Crenn, le menu gastronomique à $335 prend la forme d'un poème écrit par la chef, en anglais, à l'accent bien français. As the blue beauty sings with ebullience. Je pense que la poésie et la cuisine, ça va ensemble. C'est des émotions pour les yeux, mais aussi pour l'âme. S'il n'y a pas d'histoire, donc il n'y a pas d'assiette. C'est pour ça, moi, j'aimerais bien que tous les chefs du monde réalisent ça. Son histoire à elle n'est pas prête de s'arrêter. Elle vient aussi de recevoir une étoile pour son nouveau bar à vin à San Francisco. Voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir.